Mauricio, merci de répondre à mes questions aujourd'hui. Entraîneur d'origine brésilienne, mais très connu en France parce que ça a commencé par Villebon, puis ensuite Paris, Tours. Les chiffres, c'est 8 titres de champion de France cumulés, Oui. 4 Coupes de France, Oui. 2 Super Coupes, un titre européen et à l'heure actuelle avec les Panthers de Panasonic au Japon, 2 titres de champion du Japon aussi. Oui, il a, on va dire Durant 4 toutes titres ces en années, il 3 a ans. fallu s'adapter aux évolutions du jeu. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du volleyball sur ces 10-15 dernières années principalement? Je pense qu'à un moment, on s'est trop centré sur la taille. Il fallait être grand. Il fallait être grand au centre, il fallait être grand aux ailes, il fallait être grand à la passe. Et que finalement, on est revenu sur les forces, les caractères, la technique, la capacité d'utiliser la bonne technique au bon moment, d'être des joueurs avec une grande vision de jeu, avec une équipe avec un fond de jeu très intéressant. Il y en a moins sur uniquement la taille. Des joueurs comme Erwin, comme Kubiak, comme Kleveno, qui ne sont pas forcément les plus grands de la planète, sont de très grands joueurs. Taylor Sand. Il y en a beaucoup d'exemples comme ça. Murilo Endres aussi, qui n'est pas un joueur très très grand. Donc je trouve qu'il a eu un moment où on a cherché vraiment, et petit à petit on s'est rendu compte qu'il était extrêmement technique. C'était peut-être, et aussi avec des très forts caractères, gros mental, c'était peut-être plus important que uniquement la taille. Après, si on a tout ça, plus la taille, évidemment. Le fait d'avoir une vision un petit peu de 3 continents, parce que vous connaissez bien le volley brésilien, le volley français et donc un peu européen aussi, et également le volley japonais. Quelles différences vous constatez principalement et quels sont les points forts et un petit peu les défauts de chacune de ces cultures du volley? Toujours difficile de comparer, mais euh, la facilité avec le Japon, c'est la capacité de travail. Et la difficulté avec le Japon, c'est de les faire arrêter et sortir de cette culture de la répétition. Euh, avec les Brésiliens, je dirais que la facilité, c'est cette envie de tout le temps gagner, d'être les meilleurs, peu importe la raison, la motivation qui les amène à cet état d'esprit-là. Euh, on va donner un petit exemple, c'est souvent on n'a pas besoin de faire un wash, un exercice avec des points dans une situation collective, parce que l'intensité et la motivation pour gagner le point, indépendamment de compter les points ou pas, elle est là, c'est intrinsèque. Euh, je dirais, et la difficulté qu'on retrouve de temps en temps dans les Brésiliens, et que c'est peut-être là que Bernard Rezende a réussi à faire la grande différence, c'est la rigueur. Être capable de suivre vraiment, pas forcément dans les mini détails en plan de match, mais vraiment de respecter des consignes. C'était- je voyais ça avec les joueurs brésiliens que j'ai eu. C'est toujours difficile de dire, là, tu dois faire ça, parce que c'est ça qui va être bien pour l'équipe. Il y a toujours cette envie de presque de tout faire et on finit pour rien et ne pas être en réussite quelque part et être en échec partout. En particulier sur les options de bloc, de la difficulté, les rigueurs en défensive aussi. Le Brésil a beaucoup évolué avec ça, mais ça reste toujours un petit point qui ça peut être gênant. En France, je pense que c'est plus par rapport à ce que j'ai vécu avec des joueurs français. Je n'ai pas trop d'expérience avec une équipe nationale, mais plus avec des équipes professionnelles. Et là, souvent, c'est très mélangé. C'est on est presque, entre guillemets, obligé d'apporter une variété aux entraînements. On est obligé de trouver toujours quelque chose pour les motiver. C'est plus difficile on va dire, à faire travailler beaucoup et dans la longueur. En même temps,
les joueurs français sont extrêmement joueurs aussi. Malgré Un côté ludique qui il y est a un un peu côté nécessaire dans ludique, l'entraînement. ils aiment ça, mais il faut apporter ça. Sans oublier qu'il y a un côté rigueur encore aussi, tactique, tout ça. Donc, mais chaque pays, chaque culture sportive, mais culture aussi tout court, nous amène à une seule chose, c'est une énorme capacité d'adaptation à nous pour apporter ce qu'il faut pour que la performance soit au bout. Et la question de la culture de la gagne, justement, très présente chez les Brésiliens. Est-ce qu'il y a une évolution au fur et à mesure des générations? Parce qu'on a tendance à dire que c'est quelque chose qui se perd un peu. Ou est-ce que non, c'est toujours la même envie de se dépasser, d'être le meilleur? C'est, c'est compl- Je trouve que c'est toujours compliqué de dire que les Brésiliens ont la culture de la gagne et que les Français n'ont pas, ou que les Japonais n'ont pas, ou qu'ils ont, ou que les Américains ont tout le temps. Je pense que c'est au-delà de cette culture de la gagne, c'est qu'ils font le nécessaire pour être performants. Et forcément derrière, on interprète ça comme la culture de la gagne. J'ai toujours eu l'impression que même maintenant que Bernard n'est plus là, euh, il y a une dose de travail qui est plus importante. Ça, c'est sûr et certain. J'ai eu l'occasion d'avoir l'équipe des États-Unis qui a passé 10 jours avec nous au Japon. C'est pas que ça soit moins bien, ou que ça soit mieux, c'est juste différent. Mais cette notion de travail, je trouve qu'il y a une importance plus représentative avec le système brésilien. Et que forcément, ça les amène peut-être à être dans la durée plus performants. Parce qu'on a vu que sur les, on va dire, 12 dernières années, pas qu'ils ont dominé le volleyball, mais ils ont toujours été là, quoi. Depuis 2002, ils ont fait toutes les finales des Jeux Olympiques et des Championnats du Monde. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Voilà, c'est pas que la culture de la game, mais je pense qu'il y a ce travail pour performer qui est plus important qu'ailleurs. Si on rentre à présent un peu plus dans des secteurs un peu techniques, où justement on pourra aussi comparer un peu les différents styles, le bloc c'est devenu quelque chose de primordial. On a tendance à dire aujourd'hui qu'en France c'est peut-être encore un peu une faiblesse. Si on prend le bloc de l'ailier par exemple, qu'est-ce qui pour toi est primordial dans le bloc de l'ailier? Est-ce que c'est la qualité du déplacement, du franchissement, la lecture? Est-ce qu'il y a des éléments qui toi te paraissent vraiment importants? Le bloc, c'est un point très, on va dire, très complexe. Et à la fois, c'est très important et pas forcément pour gagner du temps, en particulier par exemple au Japon. Parce que c'est pas là qu'on trouve la dimension physique la plus importante pour avoir une présence physique et une présence très importante au bloc. Et pourtant, les joueurs étrangers qui arrivent au Japon, ils ont des difficultés à marquer de points. Parce que ça va vite, ça touche beaucoup, il y a une bonne lecture malgré tout. Ça se défend beaucoup aussi, forcément. Mais je pense que le problème du bloc par rapport aux liés, c'est que l'entraîneur il doit comprendre qu'il y a des joueurs qui sont extrêmement ont une capacité d'analyse qui est très très importante. Pas forcément dans la réalisation technique, ils sont parfaits. Donc c'est qui fait un peu partir des blocs, en particulier individuels, t'entends des mains qui balancent dans tous les sens, parce qu'ils ont une telle capacité de lecture de jeu. Et je pense qu'il y a des joueurs, en particulier les joueurs qui sont. Il y a Murilo Endres qui était un joueur qui est petit, il est vraiment pas très grand. 93 à peu près, je Ouais, crois. mais en plus, c'est pas comme. C'est pas une grosse détente comme Taylor Sanders, c'est pas quelqu'un, mais une lecture en bloc impressionnant et zéro plan de match. Pour lui, il n'y avait pas de plan de match. Et, avec Bernard, peu importe, c'était son observation par rapport à tout ce qu'il avait vécu contre certaines équipes, contre certains joueurs. Mais il n'y avait pas avec lui
je te donne un plan de match et tu fais ça. Non. Lui, bien sûr, il parlait avec les entraîneurs, mais le plan de match ne lui parlait pas. C'est son expérience, son vécu, sa mémoire, longue, courte, pendant les matchs, qui faisait qu'il était capable d'avoir une présence au bloc. Et le problème, c'est que c'est super compliqué de travailler ça. Parce que tu vas avoir un joueur qui est comme ça, il va avoir un autre qui va avoir besoin de faire beaucoup de répétitions pour lire, d'avoir un plan de match. Tous les joueurs américains qu'ils ont eu, ils avaient besoin de OK, là, on va travailler plus comme ça, on va faire ça. Ça varie en culture et la capacité de chacun, c'est-à-dire les compétences qu'il a à l'intérieur, le discours qu'on va tenir à un joueur, il est tellement de temps en temps varié qu'on doit vraiment faire très attention à comment cadrer tout ça. Donc, je pense que par exemple, un joueur comme Ervin, je compare souvent Ervin et Kuberg parce que je trouve que les deux sont très semblables. Si on les bride dans un plan de jeu par rapport au bloc, en disant écoute, là tu oublies ta capacité de lecture, tu vas faire ça. Sauf qu'ils vont devenir moins bons. Et quand on regarde bien, Ervin est capable de mettre les blocs là comme il faut. Mais c'est pas un hasard. Au bout d'un moment, c'est pas un hasard. Sa capacité de lecture, tous les processus qu'il y a à l'intérieur de lui, qui dit ah, ces gars-là, ces moments-là, il fait souvent ça, tu vois. C'est peut-être le plan de match, mais c'est son plan de match là-dedans. Et développer ces qualités-là, c'est très important, mais j'estime que pas tout le monde est capable. Donc, quand je travaille avec mes ailiers, j'essaie d'apporter à tout le monde un petit peu de travail technique, répétition, je viens, je frappe, je remplace le corps comme ça. Mais aussi, il y a des moments dans la saison où je ne donne pas de consignes ni à l'entraînement et je laisse en match que les choses viennent petit à petit. Parce qu'il faut aussi être capable d'arriver en playoff avec une capacité de lecture, d'observation, de compréhension de ce qu'on veut faire ensemble avec la défense. Parce que de temps en temps, il faut aussi qui est là et qui est de l'autre côté. Comment ça se passe. C'est pas qui est là. Je ne suis plus un fanat de la répète fermée, tu vois. Je saute, je bloque la ligne, je saute, je bloque la diagonale. Tu vois, j'essaie de mettre plus d'informations parce que dans les matchs, il y a beaucoup d'infos. Et si on en vient, parce que par exemple, c'est une des grosses différences, si on regarde les Brésiliens et les Américains, par exemple, si on se focalise du coup là plutôt sur le central, ça va être que le central américain va essayer d'être très propre dans l'espace où il est, alors qu'on voit de plus en plus les centraux brésiliens comme Lucas aller chercher à fermer avec le bout des bras comme ça. Qu'est-ce que toi tu préconises? Est-ce que c'est plus propre dans son espace ou cette notion d'agressivité sur le franchissement qui prime pour fermer les espaces? Pour les centraux, on va dire qu'on y part aux ailes. On va dire entre guillemets, j'ai deux consignes. Soit on va essayer d'aller combler un espace, ralentir, soit on va vraiment prendre quelque chose à fond. En revanche, les ailiers, un contre un, je laisse la liberté de, entre guillemets, faire ce qu'il veut. En disant, attention, lui, sur ce type de situation, il est plus comme ça. Mais tu as ça dans ta tête, mais j'ai un contre un, récep, les passeurs, il peut accélérer dans tous les sens, tu es à un contre un, si tu veux me faire une main comme ça en diagonale, ça ne me pose pas de problème. Pas avec tout le monde, parce qu'il y a des joueurs que tu peux vraiment défendre bien. Mais un gars, je sais pas, comme Léon, si tu veux tout prendre, il faut essayer de faire quelque chose, fermer une ligne ou dernier moment balancer sur la diagonale. Je trouve que c'est important pour les liés d'avoir cette capacité dans une situation optimale pour l'adversaire, de prendre un petit risque. C'est l'attaque aussi, c'est comme si tu ne prends pas des risques, et souvent, si on regarde bien, il est à un contre un, il se fait contrer. Il est passé à énerver, l'entraîneur dit et ça arrive plus souvent qu'on pense. Parce qu'en fait, les gars, au dernier moment, ils balancent et ils ouvrent, et ils font ça, les gars se font avoir. Ça part vraiment au dernier moment, on n'a pas même les grands attaquants, ils n'ont pas le temps de... Après, en situation où on peut être à deux bien, là j'aime bien que ça soit extrêmement bien respecté le plan de match par rapport aux joueurs. C'est souvent là qu'on fait la différence d'ailleurs. La question qui en vient aussi, c'est qu'on va avoir une différence de traitement entre peut-être justement les joueurs japonais qui ne sont pas très physiques et qui vont devoir apprendre peut-être plus à ralentir les ballons qu'à être dans une agressivité, à couper beaucoup les trajectoires.
C'est par exemple aussi un petit peu ce qu'on demande en équipe de France aujourd'hui à Tony Uti, non Oui, pas oui, forcément oui. d'aller chercher un franchissement max, mais au moins un ralentissement. Est-ce que c'est quelque chose que tu Oui, travailles oui, avec les oui, Japonais? oui, oui. Pas qu'avec les passeurs, hein, parce qu'ils sont pas. euh, Ils ont des belles qualités de vitesse de déplacement et une bonne hauteur. Mais, mais c'est vrai que par rapport au niveau international, on a joué cette compétition équivalent à la Champions League européenne. Là, on s'est retrouvé face à des joueurs qui allaient très très haut. Donc j'ai dit à pas mal de joueurs, arrêtez de vouloir aller et on joue comme un ralentisseur. On laisse toucher parce qu'on est bien en défense derrière. Donc, mais c'est vrai que c'était quelque chose qu'on faisait plus souvent. Mais au Japon, finalement, on fait un peu, surtout parce que les pointus, c'est souvent des étrangers comme Muzearski, comme Edgar, comme Orsen, qui sont très hauts, qui ont 2,8 m, 2,10 m, 2 m, qui sont très grands. Et les no centraux, ils apprennent déjà ça. La différence qu'on a chez l'asiatique, il n'y avait pas que le pointu, il y avait un peu partout, même au centre. Donc, ils ont été poussés à aller plus loin, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup. Il a défense par rapport à ça aussi. Justement, la défense, on va avoir un petit peu les mêmes problématiques. Que ce soit ces trois nations, le Brésil, la France ou le Japon, elles ont toutes les trois la réputation d'être plutôt fortes en défense. C'est des registres où ils sont assez forts. Peut-être pas de la même façon au Japon, où on a plus un esprit guerrier. En tout cas, c'est l'image que ça dégage. De la France, où on a une capacité d'adaptation au placement en fonction de l'attaquant. Euh, ça rentre aussi dans la culture, ça. Ça fait que 3 ans que je suis au Japon. Néanmoins, la problématique de l'apprentissage au Japon, pour moi, c'est que tout se passe ici et par là-bas. C'est-à-dire que les Japonais ne travaillent pas trop en observation de ce qui se passe de l'autre côté. Ils sont très très forts dans tout ce qui est technique, mais dès les petits. Mais pas forcément en se plaçant en défense par rapport à une observation qui a été faite de l'autre côté. Les passeurs, c'est catastrophique parce que tout est par rapport ici, par rapport à ton terrain, tes joueurs, qu'est-ce que tu veux faire, mais pas par rapport à ce qu'il y a de l'autre côté. Ou on ne donne pas de balle là-bas parce qu'il y a les grands pointus étrangers qui sont là. Mais c'est trop simpliste. Ils ont vraiment cette difficulté de qu'il soit presque de n'importe quelle situation, d'avoir une réponse en fonction de ce qui se passe de l'autre côté. C'est quelque chose que j'ai énormément travaillé avec eux et j'estime que, encore une fois, Kubiak les a apportés énormément, en particulier à notre équipe, et qui a beaucoup amené au Japon aussi. Parce que les autres équipes commencent à faire pareil. Il y a cette capacité d'être toujours. Ici, je sais ce qui se passe. Mes coéquipiers, je sais. Mais c'est là-bas que je dois me concentrer. Comment faire pour faire un point, comment ils jouent, comment ils attaquent, comment ils réceptionnent, comment ils sont en train de défendre. Et ça, c'est pas dans la culture japonaise. De vraiment avoir c'est la manchette parfaite, c'est les contacts parfaits. Après, ils ont tellement de qualités et ils s'entraînent tellement que c'est vrai que c'est pas aussi facile que ça de faire un point. Mais c'est cet apprentissage de la lecture du jeu, de l'adaptation, elle arrive beaucoup plus tard. Mais beaucoup plus tard, les joueurs, ils prennent du temps parce qu'il n'y a pas ça dès le départ. Donc ça, un joueur français avec tous les 3-3 qu'ils font en plus, les entraînements en plus, que ce soit un club océan, ils vont avoir une maturité par rapport à ça à 17, 18 ans. Les Japonais vont avoir ça, cette maturité-là, 26 ans, 28. Pour moi, il y a un écart énorme par rapport à ça. Et tout est part de la façon qu'ils apprennent à aborder la discipline. Et du coup, entre un bon défenseur et un excellent défenseur, pour toi, la différence, elle va se situer où? Euh, Avoir une belle qualité technique, ça t'aide à pouvoir appliquer et réaliser tous les bons gestes avec ta qualité de lecture. Parce que si tu as une super lecture, mais qui a une qualité technique mauvaise, c'est du gâchis.
quand tu es super bon techniquement, si au moins tu es discipliné tactiquement, tu vas réussir à être bien. Quand tu as les deux, tu es très bon. C'est Hubert, c'est Sergine, c'est Genia, c'est des joueurs qu'on connaît. Hein. Hubert en qualité technique était énorme, en plus avec une lecture. Moi j'adore Genia, mais c'est mon point de vue, hein, parce que je pense il y a donc plein de petits secteurs du jeu où il est très très fort. Il est très bon à la passe. Parce qu'un libéraux, c'est lui qui organise la défense, c'est lui qui organise la réception, c'est celui qui est bon à la passe, qui est aussi bon sur les balles très loin, mais ça c'est pas une passe pour moi, ça c'est différent. Mettre la balle bien en 4, pas forcément. Mais quand il y a une situation de passeur, il est bon, génial. Ouais, pas tout le monde est comme ça. Et ce qui ne se rapproche pas justement du modèle brésilien, parce que c'était quand même les Brésiliens. Oui. C'est vrai que c'est Argin qui a démarré un peu avec ça. Et oui, mais je pense que il est même plus fort que ça. Parce que c'est difficile toujours de comparer les générations. Mais aujourd'hui, il y a une puissance, une vitesse, une hauteur. Et il maintient un niveau très très fort. Peut-être qu'il peut. Je pense qu'il y a. La marge de progression dépend de la personne, si elle est motivée ou pas. Que là, il y a 28, 35 ans ou 12 ans, peu importe l'âge. Est-ce que tu as envie de continuer à aller plus loin dans la lecture, dans les contacts, dans les tempos de balle des attaquants, dans la réception, dans les fautes, peu importe. Donc, je pense que Genia est dans cette troupe des joueurs qui a envie vraiment d'aller très loin. Et je trouve qu'il n'arrête pas de progresser, malgré qu'il est déjà très très bon. Mais c'est vrai que ça ressemble à un libéro brésilien. Quand il y a eu. Quoique je trouve que actuellement il n'y en a pas de très bons au Brésil, comme Genia ou comme. Même le premier, il a été pas mal le championnat du monde. Ouais. Mais aujourd'hui, Genia c'est le meilleur. En France, c'est une belle tradition avec Hubert et Ziga. Ouais. J'adorais Ziga, mais c'était un libéraux qui n'utilisait pas les dix doigts. Très très rare. C'est tout en manchette, même la réception à dix doigts, c'était. Et c'est important de savoir faire ça aussi. Mais on a et même là, il y a JS qui arrive, que j'aime beaucoup. Ludovic Doué, c'est pas mauvais non plus. Il y a Rossard. On va dire la filière libéraux en France, elle est très très bonne. Mais je pense que le 3-3 est pour quelque chose. Et du coup, j'en profite, on va enchaîner sur la filière des passeurs, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire sur les passeurs français, mais pas que. C'est un poste sur lequel toi, tu as une sensibilité particulière, la passe, je suppose J'étais passeur, j'aime beaucoup travailler avec les passeurs. Quand j'étais avec le Brésil, pas quand j'étais en charge d'une équipe, mais quand j'étais avec l'équipe A, mon rôle c'était plutôt de soit aider, soit de travailler avec les passeurs. Donc j'aime que les passeurs, il y a une palette technique pour pouvoir faire ce qu'il veut. Ici. Pour pouvoir s'en sortir de n'importe quelle situation avec une qualité de passe qu'il faut. Après, on peut dire ce qu'on veut. L'important, c'est leur vision de jeu et comment ils exploitent ses attaquants pour marquer les points. Parce qu'un passeur peut avoir les plus beaux touchés du monde, mais s'il donne toujours la balle là où il ne faut pas, ça ne sert à rien. Donc, c'est quelque chose qui est très important et qui fait souvent la différence. Et pour moi, c'est là que Bruni fait la différence par rapport à énormément de passeurs. Parce que ce n'est pas les plus doués. Ce n'est pas celui qui a, on va dire, il y a des mains, Marouf, André Tcheko, il y a des joueurs qui ont des mains, pas. Mais Bruni, en passeur, c'est beaucoup de choses, hein, mais je dis, on va parler de la passe, et stratégiquement, c'est vraiment très très bon. Et surtout bon quand il faut. Il a eu sa petite période difficile comme tout le monde, mais il est là en finale de la Champions League, il a vraiment été très très bon. Ouais,
il y a beaucoup de choses effectivement dans le domaine de la passe. Est-ce que dans l'équilibre, justement, bon choix, bonne passe, où est-ce que tu situerais le curseur? C'est toujours un peu la question. Est-ce qu'il vaut mieux le bon choix ou est-ce qu'il vaut mieux la passe la plus propre? C'est super dur de juger un passeur. Pourquoi? Parce que tu vas faire la belle passe avec 3 au bloc pour Erwin, il va faire le point. Donc c'est les bons choix. Tu vas donner la balle peut-être à un moment à quelqu'un, à un contre un, et le gars, il ne va pas le faire le point. Donc le passeur, peut-être qu'il a fait le boulot, mais donc c'est très dur pour un passeur d'être jugé parce que c'est quand l'attaquant il fait les points ou c'est quand tu mets un contre 0 ou un contre 1. C'est pour ça qu'on a arrêté de juger un peu et on a dit tu fais les points, t'es bon. C'est extrêmement délicat et en plus qu'on est entraîneur et qu'on était passeur, on attend toujours un jugement. Tu aurais dû donner là ce qu'on les gars le fait point, mais s'il donne là, tu te dis. Donc c'est super dur. C'est super dur de juger. Après, je pars du principe que la balle doit être bonne. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Parce qu'en haute performance, à haut niveau, la passe doit être bonne. Comment rater une passe à l'héros avec la fenêtre qu'il a? C'est inadmissible. Pour moi, tu ne peux pas. Ok, tout le monde a droit à l'erreur, bien sûr, évidemment. Mais rater une passe à l'héros au centre, à Legoff, à Muzerski, à certains joueurs, la fenêtre, elle est gigantesque. Tu peux pas, si tu donnes un peu de vitesse et une hauteur correcte, le gars, il va se débrouiller. Donc, je parle du principe qu'il y a une qualité que tu ne peux pas. Tu peux pas. Je ne parle même pas de la qualité de toucher, la qualité de la balle. Je trouve extrêmement important que la qualité de la balle en 4 et au 3 mètres ou en 2, au point, aux ailes, soit d'une qualité vraiment très importante. Et après, c'est la tactique. Est-ce que j'appâte au centre? Est-ce que j'appâte avec la fixe pipe? Est-ce que c'est après? La notion de choix, par exemple, chez le passeur, elle a été pas mal étudiée. Il y a beaucoup de théories différentes. Est-ce que c'est de la vision périphérique? Est-ce que c'est de l'expérience? Est-ce que c'est du feeling? Est-ce que c'est un travail tactique? Où est-ce que tu mettrais le curseur, toi? C'est difficile, hein, mais... Je pense que la première chose, c'est qui tu as. Tu as qui à la passe, tu as qui à l'attaque. Ouais. C'est pour ça que j'ai parlé d'Erwin tout à l'heure. Quel est ton choix? C'est à 24, on va dire à 25-24 pour toi. Tu sais que les gens vont avoir une attention particulière sur Erwin. Si tu donnes et qu'il marque des points, super. Si tu donnes, si tu ne donnes pas, pourquoi tu n'as pas donné à Erwin? Si tu donnes et qu'il ne fait pas les points, tu donnes toujours à Erwin. T'imagines le cauchemar pour Tonuetti et pour tous les passeurs au monde. Pourquoi tu n'as pas donné au gars qui... Donc on va juger des gens de temps en temps et je trouve qu'on est extrêmement... on n'est pas fair-play avec les passeurs. Et moi, je suis le premier à ne pas être fair-play avec les passeurs. Mais bon, c'est parce qu'on a tous envie de gagner, mais on peut parler de la vision périphérique, de l'expérience, de tout, mais ce qui va compter à la fin, c'est quelle est ta capacité de gérer tes attaquants pour qu'ils soient tous avec l'envie d'avoir le ballon, parce que ça va se ressentir de l'autre côté. En centrale, qui vit par l'attaque, si tu ne donnes pas de balle, il ne sert pas. En centrale qui sait se matcher. Un gars comme les Roux, s'il n'attaque pas une balle en 4, après pour servir, je suis sûr qu'il va être moins bien. J'ai vraiment cette conviction-là. Donc il y a des joueurs, pas une balle au centre, mais il n'y a aucune incidence sur leur performance au bloc ou au service. Donc c'est là qu'un passeur pour moi doit être bon. Qu'est-ce qui j'ai avec moi et comment je fais pour que ces joueurs-là ils soient toujours
dans la performance parce qu'ils savent et de l'autre côté, ils deviennent perdus. Quand tu as une équipe qui tu as 6 balles en 4, 6 balles au centre, 6 balles en 2, 6 balles en pipe, tu fais quoi au contre? Quand tu as des équipes qui jouent avec 65% de ballon sur certains joueurs, il y a un moment qui ne passe pas. Parce que l'équipe de l'autre côté, elle va s'adapter. Elle va freiner. Elle va défendre. Donc, c'est la gestion, le management du passeur avec ses attaquants. À la limite, c'est plus important qu'il est chaud. Parce que finalement, ça va induire. Si je maintiens tout le monde super bien, si je maintiens tout le monde en alerte, si je maintiens, ça veut dire que de l'autre côté, les gens, les options de bloc, attends, mais il est en train de jouer avec tout le monde, qu'est-ce qu'on fait là? Et j'ai donné énormément de valeur à la capacité d'un passeur de manager ses attaquants et de les mettre vraiment en réussite. Savoir les utiliser, savoir les... Et c'est là que je trouve que Bouny est capable d'être très, très bon.